Bonjour à tous, la culture, c'est comme la confiture et nous, on voudrait vous en servir de bonnes tartines. Je m'appelle Hélène de Saint-Front, je suis harmoniste d'entreprise et ce podcast, La culture en action, a pour vocation de vous montrer les entreprises et les dirigeants engagés qui mettent vraiment en œuvre au quotidien leurs convictions. Des entreprises qui bien sûr rayonnent, non seulement en interne mais aussi en externe. Et ces pépites-là, on a la chance de les côtoyer, donc on veut vous les présenter. Et aujourd'hui, on accueille Henri Boucher, qui se décrit lui-même comme associé épanoui chez Xelia. Xelia est un éditeur de logiciels et opérateur de services qui propose à ses clients un système d'information complet, convergent et intelligent depuis le RP jusqu'à l'infogérance. Une entreprise de 135 salariés, une belle aventure qui dure depuis 15 ans et qui a récemment été sacrée championne de la croissance et bientôt peut-être championne du bien-être, n'est-ce pas Henri ? Oui, absolument. Merci. Alors, on va imaginer qu'on est tous les deux dans un bar, un vrai, autour d'une bonne bouteille. Merci d'être avec nous, Henri. Avec plaisir, merci de l'invitation. Alors d'abord, pour te présenter, je demande en général une métaphore. Si tu devais prendre une métaphore naturelle, comment est-ce que tu te décrirais ? Eh bien, on va imaginer que le bar est en fait pas très loin du ponton et que on va bientôt pouvoir monter sur un bateau, un voilier, au port des Bas-Sablons à Saint-Malo et qu'on va pouvoir partir en mer parce que c'est dans cet environnement, dans cet écosystème que je me plais le plus, en liaison avec la nature, en osmose avec les éléments. C'est ça qui me passionne beaucoup. Donc j'ai la chance de pratiquer la voile quand je peux, on va dire, et c'est dans cet élément que je me sens le mieux, avec cette possibilité de voyager, de partir avec sa famille et de se laisser porter, d'écouter la mer, d'écouter le vent et d'essayer d'y être le plus sensible. Alors j'avoue que l'état dans lequel se trouve aujourd'hui la mer et les océans me préoccupe un peu et donc j'essaye de m'investir aussi de ce côté-là pour qu'on se rende acteur de cet environnement qui se dégrade. Effectivement, il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Et avant qu'on parle effectivement de la nature, on va pas mal parler d'humain. Donc tu parles de te laisser porter. Est-ce que tu peux partager quelques-unes des convictions qui t'animent justement par rapport à l'humain et du coup qui nous amènera à parler de vos collaborateurs chez Xelia? Une des grandes convictions profondes qui soutient un peu toute la discussion qu'on va avoir après, elle est très fondatrice, mais c'est de partir de la conviction profonde que l'homme est bon. Et ça, je pense que il faut vraiment revenir à cette conviction profonde, parce que pour faire la transformation dont on va parler tout à l'heure, si on n'a pas pleine confiance dans les capacités et les compétences des gens et qu'on a un besoin de contrôler permanent, eh bien, on peut pas faire les transformations qu'on a engagées. Oui, donc effectivement, ça fait partie des convictions nécessaires pour lancer le genre de transformation que vous avez lancé. Alors, peut-être avant qu'on reparle de ça, est-ce que tu peux nous parler de la culture de Xelia et en particulier de votre raison d'être, de ce que vous avez posé comme valeur ? Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, on avait déjà fait un travail d'intelligence collective d'ailleurs avec les collaborateurs autour de la définition de nos valeurs. C'était important pour nous, pour bien les définir en fait et se rassembler autour de ces valeurs. Alors il y avait bien sûr des notions d'intégrité parce que on est quand même un acteur de la confiance, parce que nos clients mettent toutes leurs données chez nous et donc il y avait un besoin d'intégrité, il y avait un besoin de responsabilité en face de cette confiance, un besoin de sérieux sans se prendre trop au sérieux, mais également des notions d'épanouissement, d'écoute. Voilà, ça faisait partie des valeurs qu'on avait pu définir et qui étaient un peu fondateurs. Alors un peu plus tard, plus récemment d'ailleurs en 2020, quand on a travaillé un peu plus profondément sur notre transformation, on a redéfini notre raison d'être
qui là aujourd'hui se résume en domptant la complexité. On souhaite faciliter le quotidien de nos clients et de nos collaborateurs pour une meilleure expérience de vie. C'est vrai que cette notion de dompter la complexité, c'est vraiment quelque chose qui nous anime de manière forte parce qu'on se rend compte qu'on vit dans un écosystème complexe et notre rôle, c'est de dompter cette complexité. Et la deuxième partie de notre raison d'être, c'est en essaimant des manières de travailler basées sur la confiance et l'autonomie, Xelia contribue à l'efficacité des organisations et à l'épanouissement des relations humaines. Et donc, en fait, là-dedans, on va retrouver des valeurs que je citais précédemment, mais également cette conviction profonde que dans notre rôle d'opérateur et d'éditeur, on a la possibilité d'avoir un impact sur les organisations que sont nos clients en inventant des nouvelles façons de travailler et en les intégrant dans nos outils pour permettre à nous et nos clients de travailler en confiance et en autonomie. Voilà, donc ça, c'est cette vision d'essaimer des manières de faire et d'en parler le plus possible. Et c'est aussi le but de ce podcast. Super, merci beaucoup Henri. Alors justement, je pense que après ce teaser formidable, tout le monde va avoir envie de savoir concrètement justement qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour pouvoir au quotidien faciliter la vie de vos collaborateurs, permettre cette meilleure expérience de vie. Et en particulier, vous avez rebattu les cartes très récemment. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de cette transformation profonde ? En fait, il y avait une conviction qui était là depuis un moment. On travaillait ce qu'on appelle le récit stratégique, c'est-à-dire que dans la façon dont on se présentait, on voulait vraiment se mettre dans une réflexion qui était mais pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'on fait ce que l'on fait? Et on avait déjà cette conviction qui était latente de cette intelligence collaborative qui est vraiment la dernière évolution de l'intelligence collective, donc de prendre conscience que on est dans une organisation avec des effets postures qui disparaissent au profit d'intelligence plus créative. On arrête de raisonner performance individuelle et on réfléchit beaucoup plus sur le groupe. Donc ces prises de conscience-là, elles étaient là. Dès 2019, on avait déjà cette prise de conscience. 2019 a été l'une de nos plus belles années de croissance, comme tu l'as souligné, reconnu par ce titre de victoire de la croissance, enfin de champion de la croissance, pardon. Il y a vraiment cette prise de conscience que c'est bien beau, mais la croissance, ça fait mal. Et on s'est rendu compte que la croissance pouvait être vecteur de mal-être. Parce que finalement, on est en permanence en train d'aller faire plus avec des ressources qui sont jamais suffisantes parce que on a beau recruter, quand on est en croissance, il y a toujours des moments de souffrance et puis des moments quand on fait aussi de la croissance externe où on est déjà bien occupé dans son métier, on se retrouve à intégrer de nouvelles équipes qui viennent en plus et tout ça prend pas mal d'énergie. Et on s'est dit, oula, là, il y a un sujet, peut-être qu'il faut qu'on pense la croissance autrement. Et donc, certains d'entre nous ont été impactés justement un peu par ces souffrances. Et donc, on s'est dit, avec l'arrivée finalement de cette crise sanitaire, c'est peut-être le moment de réfléchir autrement et d'utiliser ce temps de cerveau disponible, entre guillemets, pour s'interroger vraiment sur nous-mêmes et sur ce qu'on veut faire. Et donc, on a vraiment poser un cahier des charges très simple qui est il faut qu'on invente une organisation, un modèle d'organisation qui permet de concilier bien-être et croissance. Donc ça, c'était vraiment notre cahier des charges. Et du coup, on s'est pas mal documenté pour trouver des solutions à ça. Alors, avant qu'on rentre effectivement dans le modèle que vous avez inventé, c'est bien que tu le soulignes puisque tu disais toi-même qu'effectivement il n'y a pas malheureusement de modèle tout fait qu'on peut plaquer et utiliser. Et donc, il y a quand même toujours ce travail d'aller réinventer pour soi le modèle qui fonctionnera. La transformation, on dit souvent que ça commence par soi. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre ou qu'est-ce que ça a signifié pour vous, les dirigeants, et pour toi personnellement, de pouvoir lancer une telle transformation ?
C'est évident hein, que ça commence par un énorme travail sur soi-même, enclencher sa propre transformation avec d'abord un travail sur l'ego, parce que c'est évidemment pas simple de prendre conscience que on n'est pas le seul sachant, que prendre conscience que celui qui fait, c'est celui qui sait, et donc de renverser un petit peu cette dimension en allant se nourrir de cette intelligence collective plutôt que de penser qu'on est le seul maître à bord à savoir où il faut aller. Donc ça, il y a un travail sur l'ego. Il y a derrière un énorme travail sur le lâcher prise, parce que c'est pas évident justement de donner, de lâcher les rênes d'un certain nombre de décisions, de plonger dans la confiance. Avec bien sûr un pendant hein, que je rappellerai tout à l'heure, mais il n'y a pas de confiance sans responsabilité. Tout ça, c'est toujours équilibré. Mais voilà, ça c'était un énorme travail sur soi-même. Et le dernier point du travail sur soi-même, c'est de se concentrer sur l'essentiel et donc de bien prendre conscience que la valeur ajoutée qu'on peut avoir dans l'organisation, il faut bien la redéfinir et il ne faut pas être omniprésent et savoir lâcher pour se concentrer sur des choses essentielles. Savoir se concentrer sur effectivement à la fois ce qui a de la valeur ajoutée et ce qui vous donne du plaisir. Bien sûr. Tu as tout à fait raison d'évoquer cette notion de plaisir et donc de se mettre dans, et c'est valable pour moi comme pour tous en fait, hein, c'est de pouvoir s'épanouir dans ce que l'on fait. Alors maintenant justement, si on rentre un petit peu plus dans le concret de cette transformation, donc déjà effectivement, vous avez pris pas mal de sources d'inspiration hein, dans votre démarche. Qu'est-ce que vous avez posé comme principe pour définir un peu le nouveau cadre? Tu peux parler aussi un peu de ce qui vous a inspiré pour créer justement, inventer ce modèle qui est le vôtre. Les deux sources d'inspiration principales hein, qui nous ont aidés à avancer, c'est bien sûr le livre d'Isaac Getz de l'entreprise libérée, mais également le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organization, qui sont deux livres qu'on a jugés très complémentaires sur justement la philosophie globale de l'organisation en entreprise libérée et plus précisément en organisation opale organisée par équipe autonome dans l'ouvrage de Frédéric Laloux. Donc ça, c'est un peu les deux ouvrages de référence, les principes de base qu'on a pu retirer un petit peu. Alors on retrouve bien sûr le présupposé que l'homme est bon. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'abord ça la base. Mais il y a aussi cette réflexion de transformer la pyramide du contrôle en pilier de la confiance. Cette phrase, elle est là pour expliquer que on casse cette pyramide hiérarchique traditionnelle qui très souvent a pour but de contrôler ce qui est fait à l'étage inférieur, et on casse un petit peu cette dynamique pour vraiment se dire ben voilà, on est sur une approche beaucoup plus plate, mais qui s'appuie comme pilier fondateur la notion de confiance. Après, on a comme autre élément fondateur qu'on retrouve bien sûr dans ces ouvrages, qui est que l'épanouissement au travail est un facteur d'engagement et de performance. Donc, c'est bien beau de l'écrire, mais il faut en faire une réalité pour que ça devienne vraiment un facteur d'engagement et de performance. Donc, ça, c'était vraiment une recherche profonde pour nous, qui était de trouver comment est-ce qu'on en fait une réalité. Et puis après, c'est cette notion d'autonomie et de responsabilité que j'évoquais tout à l'heure, qui sont les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'autonomie sans prise de responsabilité. C'est-à-dire que les équipes ont dû prendre conscience. Alors bien sûr, tout le monde est attiré par l'autonomie, mais pas grand monde est forcément attiré par la responsabilité qui peut aller avec. Et donc il fallait vraiment embarquer dans la culture du changement les équipes dans cette conception que l'un ne va pas sans l'autre et qu'il y a vraiment en face de toute autonomie un besoin de responsabilité. Voilà. Et après, pour compléter sur le monde un peu plus opale, c'est vrai que l'avantage de cette organisation décrite par Frédéric Laloux, c'est ce modèle d'équipe autonome
qui sont un peu comme des mini Xelia, qui permettent de vivre dans un périmètre manageable. Alors sans manageable entre guillemets, ça veut dire gérable, mais sans manager à l'intérieur, et des équipes qui peuvent apprendre à, à s'auto à s'auto-gérer. Donc c'est vraiment les grands principes de l'autogestion. Et on a déployé à l'intérieur de notre organisation du coup une formation SDMI. SDMI, ça veut dire Solution Driven Method of Interaction. Donc une vraie formation pour apprendre aux gens à interagir entre eux en autonomie et apprendre à prendre des décisions quand il n'y a pas de décideur. Donc ça a été un des points fondateurs de cette transformation, c'est de former les gens à apprendre à décider en groupe, sans qu'il y ait forcément quelqu'un par-dessus les autres qui ait le dernier mot. Ça, c'est pas simple, et on a pas mal investi sur cette partie-là, justement. Ça, effectivement, c'est un des points qui revient souvent dans les transformations comme ça, et un passage à un mode d'organisation très plat. C'est la notion de absence de management / de décision qui, effectivement, quand on a connu que la pyramide, paraît impensable. Est-ce que tu peux du coup nous parler à la fois de donc comment ça s'est passé de supprimer cette fameuse pyramide du contrôle, et donc les managers et les directeurs, qu'est-ce qu'ils sont devenus et comment ils ont pris ça, et puis de quelle manière du coup vous prenez les décisions, parce qu'évidemment on peut se dire mais du coup si plus personne n'est là pour décider, s'il y a plus de chef, plus personne décide, c'est la cacophonie permanente, on sait très bien que ça marche pas le consensus. Donc comment quelle gouvernance a été mise en place pour pallier à ça? Alors typiquement il y a un des points qui est intéressant juste dans l'usage des mots entre consensus et consentement. Moi, j'ai utilisé le mot consentement, et là tu utilisais consensus, et la grande différence entre les deux, c'est cette notion que dans le consentement, en fait, on va pas pouvoir s'opposer dans le sens où faire un peu la chaise vide, ou rendre la décision impossible. En fait, on va devoir s'exprimer. Est-ce qu'on peut vivre avec? Et être dans une démarche de si je peux pas vivre avec, il est important que je le dise, mais je peux pas juste m'opposer par principe de contestation. Je dois être vraiment dans une démarche de justifier de manière extrêmement forte, parce qu'il faut pouvoir aller argumenter le fait qu'on ne peut pas vivre avec. Et cette expression, elle est forte en fait. Et donc là, on obtient vraiment un effet consentement qui permet de trouver des décisions. Parce qu'en fait, quand il y a débat entre personnes ou dans un groupe, quand on dit, excuse-moi, la décision dont on parle, tu peux pas vivre avec? Non, 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 je peux vivre avec, mais c'est juste que j'aurais pas fait comme ça. D'accord, mais donc c'est pas un point bloquant, et en fait on arrive à avancer. Et ça, c'est une méthode assez importante. Alors, pour revenir sur ta question d'avant, notre organisation, en fait, elle s'est mise en place relativement rapidement, paradoxalement, on a démarré donc la réflexion et on va dire au moment du confinement, hein, donc en mars 2020, du premier confinement. On a fait des lectures intensives, on s'est beaucoup documenté, beaucoup structuré, on s'est fait accompagner par des livres. C'est un peu souvent comme ça que je réponds quand on me demande est-ce que vous avez été accompagné. On s'est fait accompagner par des livres, parce que pour nous c'est là où se trouve quand même la richesse de l'information. Après, on a été formé à la méthode SDMI bien sûr pendant l'été. Mais on a fait donc avant l'été une annonce à l'organisation de réflexion sur ce changement d'organisation, et on a proposé à l'organisation de basculer dans un mode pilote. Et ce mode pilote, en fait, on leur a dit, bien sûr, les gens auraient pu penser qu'on allait faire une équipe autonome dans un coin, qu'elle allait expérimenter le mode en étant toute seule dans son coin. Et on a dit non, pour nous, ça sera pas un vrai pilote si on n'embarque pas tout le monde. C'est-à-dire qu'on a fait un pilote qui embarquait tout le monde. C'est-à-dire qu'on a constitué les équipes autonomes. En gros, les 135 personnes ont été réparties en 15 équipes autonomes, en 9 équipes autonomes de 15 personnes. Et ce qui était un des moments fondateurs, ça a d'ailleurs été la décision de nous assurer que c'était chacun qui choisissait dans quel équipe il allait. On s'est beaucoup demandé est-ce que c'est à nous de les répartir, et puis on s'est dit non, au contraire à notre réflexion. Donc, on va créer les groupes, enfin les cases, et chacun va choisir dans quelle équipe il va. Donc bien sûr, ça a été
Ça a été un grand moment. Il y a des choses qui se sont faites très naturellement, des choses peut-être un peu plus bizarres. Il y a eu des restructurations d'équipe pour que ça se rééquilibre, mais toujours dans une démarche où à chaque fois on s'est rendu compte, à chaque fois qu'on a essayé d'inciter quelqu'un à aller dans une autre équipe, en fait, il est revenu dans son équipe de départ parce que il fallait qu'il s'y sente bien. Donc ça s'est fait assez naturellement. Bien sûr, ça prend plus de temps, mais ça s'est fait avec une adéquation forte entre la personne et l'équipe. Donc ça, c'était important. Et ensuite, on a lancé une réflexion sur des projets stratégiques, c'est-à-dire que on a tout de suite lancé pour que les gens se réunissent en fait dans cette shadow organisation finalement, c'est-à-dire qu'en gros, on leur a dit 5 heures par semaine, vous êtes en mode équipe autonome. Et 30 heures par semaine, vous faites comme d'habitude avec votre manager. Okay. Et vous avez le droit à 5 heures dédiées à cette fonction pilote. Et pour apprendre, pour avoir quelque chose à faire pendant ces 5 heures, on s'est mis comme objectif de choisir les prochains projets stratégiques de l'année suivante. Donc chaque équipe a réfléchi au projet stratégique de l'année suivante. Et donc, on a mis en place une plateforme un peu de crowdfunding interne, où en fait, on pouvait lancer des projets stratégiques, lever de l'argent virtuel pour inciter les gens à se mobiliser sur un projet, aller faire campagne sur un projet, au-delà de son équipe, etc., etc. Donc ça a vraiment amené tout le monde. Et puis pendant l'été, on s'est rendu compte que tout ça introduisait énormément d'inquiétudes, ce qui est assez légitime. Et donc, on a eu besoin de s'appuyer sur des ambassadeurs. Donc, on a lancé le club des ambassadeurs, c'est-à-dire qu'on a demandé à tous ceux dans l'organisation qui se sentaient, on va dire, attirés par ce nouvel modèle d'organisation, sans en connaître encore tous les contours, mais vraiment avec la perception qu'il y a du positif qui nous attend de l'autre côté, de venir se déclarer comme ambassadeur. Et pour une boîte de 135 personnes, à fin juillet, on était déjà 36 ambassadeurs. Donc c'est chouette parce que ça nous a permis vraiment de nous appuyer sur cette organisation. Et en fait, le principe, c'est à l'intérieur du club, on pouvait tout se dire, dans le sens où on avait le droit de dire tout le négatif qu'on voulait, sur ce qui allait pas, les inquiétudes, les points, les difficultés rencontrées, comment ça va se passer là, comme ça. Et on listait tous les points qui étaient remontés par les ambassadeurs. Et ce qu'on demandait un peu aux ambassadeurs, c'est quand on est à l'extérieur du club, on essaie d'être positif. Parce que si on rajoute de l'anxiété à l'anxiété, on va pas obtenir grand-chose de positif. Par contre, on est les oreilles grandes ouvertes et quand on entend des choses qui créent de l'anxiété, on le remonte dans le club et dans le club, on le traite. Et assez vite derrière, on a basculé dans un mode qui est la définition du cadre. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on n'arriverait pas à se mettre dans ce mode d'organisation si on ne définissait pas un cadre clair. Donc, on s'est mis en mode de rédaction d'un guide de cette fameuse méthodologie qu'on a appelée la méthode BEC, BEEC, voulant dire bien-être et croissance. Et cette méthodologie, on l'a définie dans un guide où on a essayé de rappeler les grands principes fondateurs pour que les équipes puissent développer leur autonomie, mais quand même à l'intérieur d'un cadre. Et donc ça a été tout le travail qui s'est mis en œuvre sur le dernier trimestre de l'année 2020 et pendant toute cette période-là, il y a eu un travail formidable de co-construction d'un accord collectif de performance avec notre CSE parce qu'on allait transformer beaucoup de choses, on allait modifier le contrat de travail des collaborateurs étant donné qu'on changeait leur titre, on changeait potentiellement même les rémunérations puisqu'on a pris la décision de faire disparaître le variable de notre organisation. La rémunération variable a été totalement réintégrée dans la rémunération fixe, puisqu'on s'est rendu compte en fait que le variable était vecteur de mal-être. D'abord pour celui qui le subit, puisque tous les mois il recommence un peu à zéro, mais également par celui qui doit assumer la conséquence de la personne qui l'a précédé, quand il faut assumer potentiellement une décision un peu hâtive, un projet où on s'est dit on y va, on verra bien après. On verra bien après est un peu douloureux à vivre pour celui qui doit l'assumer derrière. Donc voilà, tout ça s'est mis en place et on conclut l'année avec un référendum puisque cet accord de performance a été justement soumis à référendum et le référendum a été validé avec 92% de oui, ce qui nous a donc permis de signer l'accord et de basculer au 1er janvier dans ce mode d'organisation. Donc ça, c'était assez formidable, des grands moments, une grande fierté d'avoir réussi à faire tout ça et de l'avoir co-construit avec le CSE qui a été remarquable. Et pour répondre à ta question, à la fin des fins,
sur les 27 managers et directeurs que constitue Exelia, aucun ne sont partis. Donc Wow. ça, c'est là aussi, on pouvait potentiellement le craindre au départ, parce que évidemment, quand on annonce à tout le monde que il y a plus de manager, il y a plus de directeur, c'est compliqué, surtout pour ceux qui le sont. Et donc, il y a eu une implication formidable et une grande confiance. Et aujourd'hui, les managers et les directeurs sont à bord avec nous et se sont repositionnés dans les différentes équipes avec des rôles qu'ils jouent à merveille. Ça, c'est effectivement une belle réussite, un beau plébiscite de la part de ses collaborateurs, du modèle que vous avez mis en place, une belle preuve de confiance. Donc, bravo effectivement d'avoir réussi à les embarquer. Peut-être avant de poser un peu la même question, mais vraiment au niveau des dirigeants sur votre rôle, est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu le modèle, donc le modèle BEC, c'est-à-dire les trois instances que vous avez mis en trois types d'instances qui existent et qui fonctionnent pour permettre ces fameuses équipes autonomes? Alors, les trois instances, les trois piliers un peu fondateurs de la méthode BEC, c'est d'abord l'équipe, donc, mais en complément de l'équipe, la communauté. Alors, une équipe, donc c'est un ensemble de personnes qui ont on va dire une raison d'être commune. Par exemple, de desservir un portefeuille client bien dimensionné, bien défini, un marché qui est en phase 2. Mais c'est un peu comme un mini Xelia. Donc, on va y retrouver à l'intérieur de l'équipe un petit peu de marketing, un petit peu de commerce, un petit peu de chefs de projet, de formateurs, de techniciens, de développeurs, de testeurs, voilà, un mini Xelia. Bon, ça c'est l'équipe. Et on vit en autonomie. Et donc, dans cette équipe, finalement, vu qu'on côtoie tous les autres métiers de manière beaucoup plus proche qu'avant, puisque avant c'était des équipes séparées, donc on vivait pas dans cette vie d'équipe-là, on développe sa polyvalence. Parce que comme l'équipe a toute autonomie pour décider de qui fait quoi dans l'équipe, finalement, si quelqu'un est en congé, peut-être que ça peut être compensé par quelqu'un qui n'avait pas le même métier, mais qui développe du coup sa polyvalence pour venir aider, rendre un coup de main. S'il y a un pic d'activité, en fait, on se répartit à l'intérieur de l'équipe et cette solidarité entre membres de l'équipe développe naturellement la polyvalence. Mais ce qu'on voulait pas, on voulait pas s'arrêter là, parce qu'on se rendait bien compte que toute personne a besoin de se développer dans sa propre compétence. Et si on prend un exemple d'un développeur, c'est évident qu'un développeur n'allait pas développer sa compétence au contact d'autres personnes qui ne sont pas des développeurs. Donc il allait apprendre à faire d'autres choses, et donc ça c'est bien pour sa polyvalence, mais pour sa compétence, il fallait pouvoir l'intégrer dans une communauté. Et donc on a créé 10 communautés qui sont les communautés des grands métiers qui existent dans notre organisation. Et donc, il y a une communauté, pour reprendre mon exemple, des développeurs. Et donc, tous les développeurs des différentes équipes autonomes se réunissent à intervalles réguliers à l'intérieur d'une communauté dans laquelle ils peuvent partager des bonnes pratiques, monter en compétences, être formés par les pairs qui sont présents dans les autres équipes. Donc ça, c'est vraiment tout individu est à la rencontre entre une équipe et une communauté. Et la troisième instance, c'est la notion de comité directeur. On a effectivement fait disparaître le comité de direction, mais par contre, on a introduit les comités directeurs. C'est-à-dire qu'on a choisi 7 domaines dans lesquels on ressentait le besoin de prendre des décisions. Et donc, un comité directeur, finalement, c'est composé d'un référent de chaque équipe autonome sur un sujet donné. Donc, par exemple, chez nous, on a le comité stratégique, le comité planification, le comité qualité, le comité sécurité, le comité performance, le comité parcours et enfin le comité bien-être. Donc ça, ce sont nos 7 comités directeurs qui sont constitués d'un référent de chaque équipe. Donc on est sûr qu'il y a une grande transversalité à l'intérieur de tous ces comités et on obtient l'assurance d'un partage total de l'information. On n'a pas l'effet pyramide ou des choses qui sont dites en comité de direction doivent descendre en comité des managers qui doivent descendre aux équipes, etc. Là, on est sûr que dans chaque comité, l'information, elle est partagée par tous et à tous. Et donc ça, c'était vraiment très, très important. Voilà un peu les trois grands piliers, l'équipe, la communauté et le comité. Donc effectivement, oui, ça fait un système parfaitement décentralisé. Donc chaque comité a un pouvoir de décision sur son domaine. Absolument, tout à fait. Du coup, il n'y a plus de codir. Il n'y a plus de codir, absolument. Il reste des représentants légaux vis-à-vis de l'extérieur de l'organisation, mais ensuite, l'ensemble des processus de décision sont portés par chacun des comités directeurs qui ont chacun leur feuille de route et leurs responsabilités, sachant que, ce que j'ai pas encore dit, mais
pour simplifier l'histoire, nous sommes dans une démarche de certification ISO, qui est également une démarche structurante de notre organisation et qui était bien sûr pour nous très importante pour donner toute cette autonomie. C'est aussi qu'il y ait un cadre structurant qui soit là. Et donc, chaque comité directeur est responsable de processus ISO qui sont sous sa supervision. Donc, ça permet aussi de s'assurer que la démarche ISO, qu'elle y ait à la sécurité des données, à la protection des données personnelles ou à la gestion des services et même à l'hébergement de données de santé, puisque ça concerne nos domaines d'activité, sont bien sous la supervision des comités directeurs pour chacun des processus. Et alors, du coup, vous, les dirigeants, quel rôle est-ce que vous avez et toi, du coup, qu'est-ce qui a changé pour toi? Notre rôle est de s'intégrer dans une équipe et de trouver notre place à l'intérieur d'une équipe. Donc pour ma part, je fais partie Ce que j'ai pas encore dit, pardon, pour mieux comprendre, c'est que en fait, il y a deux typologies d'équipes autonomes dans notre organisation. On a fait des équipes autonomes marché, ce qu'on a appelé des EMA, équipes marché autonomes. Ce sont des équipes, 5 équipes du coup, qui sont en face de nos clients et en soutien de ces équipes marché autonomes, on a créé les équipes centrales autonomes. Et les équipes centrales autonomes, elles sont là pour apporter leur soutien aux équipes marché, que ça soit en faisant de l'innovation, en faisant du conseil, en rassemblant. On a une équipe qui rassemble toutes nos expertises, que ce soit les expertises finance, RH, achat, logistique, communication. Voilà, toutes ces expertises sont en centrale. On n'a pas besoin de remettre tout ça dans chaque équipe autonome. On a des équipes centrales qui le font au service des équipes marché. Et donc, pour ma part, je fais partie d'une des équipes centrales qui s'appelle Xelia Innovation. Et donc, je me suis recentré sur l'innovation au service de nos clients. Et donc, tout le temps que je pouvais passer en management, en organisation ou même en présence chez des clients, des choses comme ça, tout ça, j'ai arrêté de le faire puisque ce sont les équipes autonomes qui le font et je me concentre sur ce qui m'épanouit le plus, c'est-à-dire innover au service de nos clients. Et du coup, justement, comment est-ce que toi tu te sens en ce moment par rapport à, par exemple, 2019? Tu disais qu'il y avait eu un peu de mal-être. Très clairement beaucoup mieux. Après, on est encore qu'en avril, donc on est vraiment dans la phase d'accompagnement de cette transformation. Donc tout n'est pas encore parfait. Il y a un accompagnement à faire vis-à-vis des équipes parce que tout le monde puisse trouver son rôle. Moi, ce qui m'a le plus changé, c'est que finalement, je suis passé dans un mode où je ne suis là que pour donner des conseils. Donc, je ne suis plus en responsabilité de beaucoup de choses, mais je suis sollicité en avis, en demande d'avis. C'est l'advice process qui existe dans notre organisation, c'est-à-dire que quand il y a des gens qui veulent prendre des décisions, ils ont la responsabilité de demander des avis aux personnes qui savent. Donc globalement, je suis régulièrement sollicité pour avis dans certains processus et je donne mon avis, mais chacun est libre après de les suivre, mais ils ont la responsabilité de l'avoir écouté. D'accord. Donc c'est très positif, du bien-être, un épanouissement, un recentrage sur des sujets encore plus fort, l'essentiel, comme je disais en introduction, des choses à forte valeur ajoutée sur lesquelles on peut avoir une grande dynamique et puis une organisation aussi qui est très bien pensée pour une démarche de croissance externe. Puisque avec la mécanique des équipes autonomes, on peut procéder à des acquisitions en faisant arriver à côté de l'organisation existante une nouvelle équipe autonome qui va s'intégrer dans le dispositif avec des référents qui vont être intégrés dans les comités, avec toute cette démarche qui permet à des équipes autonomes de pas être fondues dans une masse et absorbées, mais de garder leur originalité, leur authenticité de ce qu'ils étaient avant, mais de s'intégrer dans un dispositif. Et donc cette croissance externe, elle se fait aussi dans une démarche non plus à demander à tout un tas de gens qui faisaient plein de choses avant de se mettre à gérer cette croissance externe, mais d'être dans une démarche de faire naître autonomie et responsabilité dans cette nouvelle organisation qui nous rejoint. Ce qui veut dire du coup qu'il faut aussi que la nouvelle organisation soit compatible avec ce mode de fonctionnement. Bien sûr que ça fait partie des éléments dans le portrait robot des structures auprès desquelles on se rapproche, mais ça fait aussi partie d'un travail de culture de changement et d'intégration important pour permettre aux équipes de nous rejoindre. Il faut savoir expliquer
ce mode d'organisation qui n'est pas encore si répandu. Non, effectivement. Et justement sur ce côté pédagogie expliquée, etc., est-ce que c'est quelque chose que vous assumez vis-à-vis de l'extérieur, cette nouvelle organisation? Et en particulier, quel retour vous avez pu avoir de vos actionnaires, vos clients, vos partenaires? Alors, globalement, notre priorité a été de nous concentrer globalement sur l'interne. Donc, on n'a vraiment pas voulu avoir une démarche de communication forte au départ parce que il faut d'abord prouver en interne que ça marche. Ce qui est en train d'arriver. Donc, on sent bien que les équipes, on a eu une réunion trimestrielle à la fin du mois de mars qui montrait bien la motivation de toutes les équipes à atteindre leurs objectifs et d'assumer cette transformation et de bien la vivre. Ça, c'était un très beau moment. Vis-à-vis de l'extérieur, on est en train de commencer à en parler et le podcast d'aujourd'hui en est une des illustrations. Mais voilà, vis-à-vis de nos clients, ça a été plutôt très bien accueilli. Puisque le but est de leur permettre d'avoir justement une équipe un peu plus dédiée, un peu plus centrée sur eux et un circuit de décision beaucoup plus court par rapport à la problématique. Donc ça, c'est très apprécié, mais on doit encore le prouver. On s'est fixé en fait une méthodologie avec 4 indicateurs en fait qui montreront que notre méthode a fonctionné. Les 4 indicateurs, c'est le taux de croissance, le taux de rentabilité, le NPS qui mesure la satisfaction client et le INPS qui mesure la satisfaction des collaborateurs, le bien-être des collaborateurs. Et donc notre objectif, c'est que ces 4 indicateurs s'additionnent, un peu en additionnant des choux avec des carottes, mais le but, c'est que tous ces chiffres nous permettent d'atteindre en 2023 la somme de 100. Donc, si on devait diviser par 4, ça pourrait vouloir dire 25% de taux de croissance, 25% de taux de rentabilité, 25% de NPS et 25% de INPS. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être un peu moins de l'un, un peu plus de l'autre. Voilà, tout ça, ça se répartit. En 2020, nous avions 25. On s'est fixé comme objectif d'être à 50 en 2021 et à 100 en 2023. Waouh, ambitieux. Et chaque équipe autonome et du coup de la même manière responsabilisée par rapport à ces indicateurs. Exactement. Chacun indique de quelle manière est-ce qu'il contribue à ces atteintes d'objectifs-là, justement. Ok. C'est absolument passionnant. Alors, peut-être parce que le temps tourne. Pour élargir un peu ce sujet, parce que dans votre raison d'être, vous avez cette notion d'essaimer. Aujourd'hui, on parle beaucoup des entreprises à mission, Bicorp, etc. Quelle est toi ta perception du nouveau ou du rôle élargi de l'entreprise aujourd'hui dans la société ? Eh bien, nous, on regarde un petit peu ce qui se passe du côté de Bicorp, tout en commençant par se concentrer sur ce qu'on est déjà en train de faire et d'obtenir déjà cette certification, cette quadruple certification ISO 27001, 27018, 20000 et HDS. Mais derrière, l'ISO 26000 qui sous-tend un petit peu toutes ces réflexions autour de la RSE nous intéresse et pourquoi pas aller chercher un label derrière. Nous, notre conviction profonde, c'est l'impact que peut avoir le monde de l'entreprise sur la société. Ça, on a cette conviction profonde justement que tout ne viendra pas de l'État et donc on a un vrai rôle à jouer en tant qu'entrepreneur sur cet impact sociétal. Et donc pour nous, avoir fait cette transformation est déjà un impact fort pour le bien-être des collaborateurs, pour un meilleur fonctionnement, une croissance durable. Pour nous, c'est vraiment significatif et on pense que c'est vraiment porteur et ça nous permet d'aller dans une démarche encore plus forte derrière en allant trouver au niveau de l'impact environnemental et comment est-ce que dans les nouvelles technologies que nous développons, on peut faciliter la réduction de l'impact carbone au travers de la réduction des usages du papier ou du déplacement ou de toutes ces choses-là. Ça fait partie de notre ADN, de la transformation digitale des organisations. Et là aussi, c'est une autre forme d'impact qui fait partie de notre ADN. Super. Alors pour conclure ce partage passionnant, une question qu'on me pose à chaque fois, quel message tu voudrais passer à
d'autres dirigeants qui peut-être hésitent à s'engager dans l'aventure que tu as décrite? Oser, je dirais d'abord avec plaisir pour échanger, inventer votre propre méthode. Ça, je pense que c'est la grande. Il n'existe pas de livre parfait ou de livre de recettes qui dirait ce qu'il faut faire. C'est pour ça qu'on a vite compris qu'il fallait inventer notre propre méthode, la méthode Beck, parce que nous n'étions pas comme Favi, une entreprise de sidérurgie, nous n'étions pas comme Burzorg, des infirmiers à domicile, nous étions un éditeur et opérateur de services dans l'IT, et donc il fallait trouver une organisation qui corresponde à notre ADN, et donc c'est ce qu'on a fait. Donc oser travailler d'abord beaucoup sur vous-même si vous avez envie d'y aller, parce que ce que j'ai ressenti également, c'est en interviewant pas mal de gens avant d'y aller, de gens qui avaient initié le processus, on s'est rendu compte que près de la moitié des gens qu'on avait interviewés s'étaient un peu arrêtés au milieu. Et donc, je pense que quand on prend la décision d'y aller, il faut y aller à fond. C'est-à-dire que le milieu est mauvais. Il faut basculer vraiment de l'autre côté pour pouvoir aller chercher les bénéfices d'un tel changement d'organisation. Oui. Merci pour ces messages, merci pour ce partage, bravo pour tout ce que vous faites. On retient donc une organisation qui s'est transformée en profondeur et une transformation qui a été menée en interne en faisant un pilote où on met tout le monde dès le départ en mouvement, en co-construisant avec le CSE, en co-construisant avec des ambassadeurs de projets, donc en ayant vraiment cette démarche d'intelligence collaborative justement au cœur du processus, avec cette double étoile polaire de bien-être et de croissance. Donc on retient effectivement cette idée de trouver son propre système et de le créer, et énormément de pédagogie aussi. On n'a pas eu le temps de beaucoup en parler, mais vraiment ce que tu disais, d'expliquer au fur et à mesure toute la démarche pour être sûr vraiment que chacun comprend pourquoi on fait tout ça, en posant très clairement un cadre et effectivement en s'assurant que chacun y adhère. Donc on ne peut que vous souhaiter maintenant de dépasser très largement les 100. Et encore bravo pour tout ce que vous avez mis en place. Merci beaucoup. Merci Henri pour ce partage. Merci.